Et le professeur Israël Nizan est notre invité. Soyez le bienvenu, professeur, gynécologue obstétricien, également en Alsace, on vous connaît bien comme président du Forum européen de bioéthique. On parle de PMA ce soir, car fin novembre, le gouvernement doit présenter un projet de loi sur la PMA, procréation médicalement assistée, mais qui est également appelée assistance médicale à la procréation. Et l'an passé, juillet 2017, le Comité consultatif national d'éthique se prononçait en faveur de la PMA pour les femmes seules et les couples de femmes homosexuels. Ça veut dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'il n'y a plus de frein à voter enfin cette loi ? Ça veut dire que le gouvernement s'apprête à suivre un consensus national avec une très grande majorité de Français favorables à ce que nous ne soyons plus le seul pays isolé en Europe où un couple de femmes ne puisse pas bénéficier d'un don de sperme comme le fait un couple où l'homme n'a pas de sperme et où les femmes ne soient pas obligées d'aller à l'étranger pour obtenir de l'aide de centres qui sont nombreux et qui sont efficaces. Figurez-vous que la sécurité sociale paye des femmes pour aller obtenir en Espagne ou en Belgique des procédures. La Sécu française paye. La Sécu française paye plus de 1 500 € par procédure. On marche sur la tête. Ouais. On marche sur la tête. Alors PMA, GPA, gestation pour autrui, parfois on s'embrouille un petit peu. Regardez ce petit film très didactique du journal Le Monde. Plusieurs techniques médicales existent aujourd'hui pour aider des couples ou des individus à procréer lorsqu'ils rencontrent des difficultés à concevoir un enfant. On parle d'assistance médicale à la procréation ou de procréation médicalement assistée, PMA. Il y a principalement deux techniques. L'insémination artificielle, qui consiste à déposer le sperme du conjoint ou d'un donneur dans l'utérus de la femme en période d'ovulation, dans l'espoir que les spermatozoïdes fécondent naturellement un ovule ou ovocyte. Et la fécondation in vitro, qui consiste à réaliser en laboratoire la fécondation d'un ovule et de spermatozoïdes, puis d'insérer l'embryon formé dans l'utérus. Les gamètes, c'est-à-dire les spermatozoïdes et les ovules, peuvent provenir des parents ou de donneurs. Lorsque la mère ne peut pas assurer la gestation, c'est-à-dire la grossesse, par exemple en raison d'une malformation de l'utérus, l'embryon peut être implanté dans l'utérus d'une autre femme, appelée mère porteuse ou gestatrice. On parle alors de gestation pour autrui, GPA. La GPA, c'est une technique qu'a utilisée le journaliste Marc-Olivier Fogiel. On va y revenir dans un instant, mais pour beaucoup, c'est le désir d'enfant. C'est que je sais qui vous tient à cœur, le désir d'enfant qui est plus fort que la loi. Donc on va en Espagne, on va au Royaume-Uni. Quels sont aujourd'hui les freins éthiques qui se posent encore ? Je pense que les freins éthiques, c'est principalement le droit de l'enfant, les droits de l'enfant. Et ça préoccupe tout le monde, et à juste titre. Puis il y a un autre frein éthique très important, c'est de ne jamais proposer des techniques et des manières de faire qui fassent de certaines femmes les esclaves d'autres femmes. Et donc ça, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'il y a une réticence très forte dans notre pays à la grossesse pour autrui, qui est principalement utilisée pour des femmes qui soit n'ont pas d'utérus depuis la naissance, soit ont perdu leur utérus. Ce qu'on appelle la GPA, donc. Alors la GPA, très clairement, si on ne fait rien pour la réguler, eh bien, ce sera au plus offrant, et les femmes pauvres porteront les enfants des couples riches. Marc-Olivier Fogiel expliquait justement avec son compagnon qu'ils sont allés donc à l'étranger pour pouvoir avoir 2 enfants. Et moi, je préférerais, plutôt que de dire non complètement à la GPA, qui entraîne par la prohibition tout un tas d'effets pervers et pousse les Français vers des réseaux étrangers qui sont des réseaux commerciaux, je préférerais qu'on ait le courage d'assumer ça en France, dans des bonnes conditions éthiques, en vérifiant que les femmes qui vont porter pour autrui ne le fassent que pour des raisons éthiquement acceptables et pas pour des raisons financières exclusives. Quand on interdit tout, la prohibition, on sait ce que ça donne. La France interdit tout. Donc les gens vendent la maison et vont le faire aux États-Unis dans des conditions effroyables. Je préfère qu'on ait le courage d'affronter les choses et de le faire proprement chez nous. Je vais vous donner un exemple. La greffe d'organes. Il y a des endroits où on vole les organes pour les greffer à des gens riches. Est-ce que ça nous a dispensé de faire la greffe
proprement chez nous. Il y a des endroits où on vole des enfants pour les revendre en Occident. Est-ce que ça nous a dispensé de faire l'adoption proprement chez nous? Eh bien, il en va de même pour les techniques de reproduction. C'est pas parce qu'il y a des réseaux dégoûtants en Inde, en Ukraine et un peu partout dans le monde qu'on doit y pousser toutes les femmes de France qui sont confrontées à l'absence d'utérus. Vous proposez une commission de la parentalité. C'est quoi? C'est votre idée? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors l'explication est très simple. En France, on interdit tout. Ça ne va pas. En Californie, on permet tout. Ça ne va pas non plus. Qu'est-ce qu'il y a au milieu? Le cas par cas. Qui décide du cas par cas? Pas les députés, pas les sénateurs. Les Français. Une commission de la parentalité dans chaque grande région de France, moitié homme, moitié femme, moitié professionnel, moitié non professionnel. On étudie le dossier et de temps en temps on s'autorise à dire oui et de temps en temps on dit non quand on considère que toutes les conditions éthiques ne sont pas réunies. Dans le cas de Marc-Olivier Fogiel, il serait passé devant un comité comme ça. Comité de la parentalité, mais vous savez, on a ça pour les malformations. Quand il y a une malformation qui est découverte au 6e mois, le gynécologue ne peut pas décider tout seul l'avortement. Commission pour savoir si la malformation est grave et incurable. Mais on a ça pour la recherche sur les volontaires sains. Quand on veut faire de la recherche, il y a une commission de protection des personnes désignée par le préfet qui dit « oui, cette recherche, vous pouvez la faire. Non, cette recherche, vous ne pouvez pas la faire ». Ça marche très bien, le cas par cas. Il suffit de faire confiance aux Français. Ils font très très bien. Il faut pour cela que les députés, les sénateurs acceptent de se délester d'un peu de leur pouvoir. Vous parlez des Français. Est-ce que ça veut dire que dans la globalité, la société va plus vite que l'élu, justement, et que les mœurs changent, la vie change, les attentes changent, et que c'est trop rigide, le législateur est trop rigide aujourd'hui? Le législateur a mis terriblement de temps à changer dans notre pays parce qu'il était sur une vision de la famille des années 70. Papa, maman, l'enfant. Et si papa était stérile, il fallait surtout pas que ça se sache. Donc les deux rentraient dans la maternité, ils sortaient avec un enfant qui venait d'un donneur. Aujourd'hui, ces enfants ont 40 ans, ils nous disent « cet anonymat des donneurs ne nous convient pas, ça ne va pas ». On a mis 40 ans à faire ce que les autres ont fait beaucoup plus brièvement, c'est-à-dire qu'ils ont plus écouté la société. Aujourd'hui, il y a un fossé entre la loi de la France et l'opinion publique.